Bonjour et bienvenue à la fin du cours sur l'atome de Bohr, pardon. Juste pour remettre les choses en contexte, on a vu, on est parti des débuts avec le modèle de Thomson, le modèle de Rutherford, puis on a soulevé les problèmes qui avaient été présentés par le modèle de Rutherford, en particulier le fait que les électrons devaient, en bon français, là, excusez, mais crasher sur le noyau dans une période de temps très courte, dû au fait qu'il rayonnait constamment de l'énergie parce qu'il subissait constamment une accélération centripète. Bohr a réglé ce problème-là en quantifiant le moment cinétique permis pour les électrons. À proprement parler, il a supposé que le moment cinétique, L, qui est égal à mvr, devait prendre des valeurs entières de h bar, qui est h divisé par 2pi. Okay. On a vu que ça menait à des orbites qu'on appelait les états stationnaires, où la circonférence de l'orbite était un multiple de la longueur d'onde de De Broglie de mon électron. Il y a bien du stock, hein? OK? Puis, on a vu ensuite que ça amenait à une quantification des rayons permis. OK. Puis, on a vu par la suite que ça amenait une quantification de l'énergie permise pour les niveaux. OK. Puis, ça nous a permis ainsi de construire l'échelle, les structures de niveau permis pour l'énergie de mes différents niveaux électroniques, là, ok, qui peuvent être je sais pas si c'est un terme, par les électrons. On sait aussi que les électrons sont excessivement paresseux, donc ils veulent toujours rester dans le niveau de plus faible énergie possible. Pour le faire monter de niveau, il faut lui donner de l'énergie. Puis dès qu'il se retrouve dans un niveau plus élevé, il va regretter instantanément sa décision, puis il va retomber dans un niveau d'énergie supérieur. Il va faire ça spontanément, rapidement, puis en se débarrassant de son excès d'énergie sous forme de lumière. Donc c'est ça les photons. On avait particulièrement étudié la série de Balmer, qui sont toutes des transitions où l'électron part d'un niveau 3, 4, 5, 6 plus élevé et qui retombe au niveau 2. C'est sûr. Puis d'ailleurs, juste pour qu'on soit clair, c'est sûr qu'une fois qu'il retombe sur le niveau 2, il ne reste pas là. Il va retomber au niveau 1 par la suite. Donc, on a parlé, là, toutes les transitions sont possibles. L'électron, c'est comme s'il était en haut des marches, là, puis là, qu'il déboulait. Okay, là, puis là, boing, boing, boing. Des fois, il tombe une marche, des fois, il drop trois marches en même temps, mais il va finir toujours par se retrouver au plancher au niveau n égale à 1. Rendu au niveau n égale à 1, il ne peut pas tomber plus bas, donc il va rester là. C'est pour ça qu'il va cesser d'émettre de la lumière. Donc, faut bien comprendre ici, là, faut s'imaginer l'électron comme si ça c'était un puits gravitationnel. OK? Donc, imaginez que vous êtes vous. OK? Vous vous approchez, vous marchez paisiblement. Voyons. Vous marchez paisiblement, puis boum, vous tombez dans un trou. OK? Si vous tombez dans le fond d'un trou, faut vous gagner, supposons que le trou fait H mètres de profond, faut que vous gagniez mgh joules d'énergie pour vous permettre de remonter jusqu'en haut. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans le fond du puits, il y a une barrière de potentiel gravitationnel qui mesure mgh joules d'énergie. Donc vous, en tombant, vous avez gagné mgh joules d'énergie cinétique. On va supposer qu'en bas, vous êtes tombé, vous avez dissipé cette énergie-là sans mourir. OK? Euh, pour remonter en haut du puits, il va falloir faire un travail égal à mgh. OK? Donc, il va falloir que quelqu'un ou quelque chose vous donne de l'énergie. Vous pouvez manger des toasts au beurre de pinot le matin en vous levant, vous allez gagner, métaboliser suffisamment d'énergie pour ressortir du puits. L'électron, une fois qu'il est pogné dans le fond du puits, ici, là, lui, il est pogné là jusqu'à temps que quelque chose il donne de l'énergie. Ce qu'on avait vu à la fin du cours précédent, c'est que ça pouvait être soit des photons, soit des électrons qui allaient lui transmettre cette énergie-là. Juste pour vous rappeler, la différence fondamentale, si c'est un photon qui lui transmet cette énergie-là, le photon
ne peut être qu'absorbé. Donc, il faut vraiment que les photons aient la bonne énergie qui correspond au gap d'énergie entre les niveaux, sinon il ne pourra pas être absorbé. Alors que si c'est un électron qui transporte cette énergie-là, ben, l'électron, lui, va faire ce qu'on appelle l'excitation collisionnelle au lieu de radiative. L'excitation collisionnelle, elle, l'électron de l'atome ici va prendre une partie de l'énergie cinétique pour monter de niveau, puis laisser l'électron repartir avec l'énergie, la différence d'énergie. OK? Donc, il faut bien comprendre le parallèle. Un électron va avoir tendance naturellement à rester en bas, de la même façon que vous, si vous êtes dans le puits, vous ne resterez pas en plein milieu, vous allez tomber dans le fond. Si on vous fournit de l'énergie, vous pouvez monter ici. Mais l'atome ici, vous ne pouvez pas vous retrouver à n'importe quelle hauteur. Okay? C'est un peu l'analogie à faire. Dans un atome d'hydrogène, dans n'importe quel atome, il y a des niveaux permis, puis il y a des niveaux qui sont interdits. Essentiellement, tout ce qui n'est pas un niveau permis est interdit. Dans un puits gravitationnel, vous pouvez vous retrouver à n'importe quelle hauteur. Là. Okay? Donc, on dit à la question 9, donc ça résume un petit peu là, ce qu'on avait vu. C'est un accomplissement, la théorie de Bohr c'est une belle théorie physique, moi je trouve. Là. C'est des hypothèses, c'est de la mécanique classique essentiellement, avec une hypothèse de quantification, puis qui a des conséquences complètement weird sur la longueur d'onde de De Broglie, puis des quantifications de rayons, quantification d'énergie, puis ça colle à ce qu'on avait observé expérimentalement 30 ans plus tôt, mais en fait, ce qu'on avait décrit mathématiquement 30 ans plus tôt avec les raies de Balmer, par exemple. On dit à la question 9, des raies d'absorption sont observées quand la lumière d'une lampe à incandescence traverse, par exemple, de l'hydrogène avant de passer par le prisme ou le réseau. Quelles longueurs d'onde vont être absentes du spectre continu observé? Bien, évidemment, les longueurs d'onde qui vont être euh, observées, les longueurs d'onde qui vont être absorbées sont les mêmes que les longueurs d'onde qui vont être émises. Okay? Pourquoi? Ben, c'est les mêmes niveaux d'énergie qui sont en jeu quand on y pense. Okay? Donc, l'atome d'hydrogène, que ce soit en émission ou en absorption, il y a certains niveaux énergétiques clairement établis. L'électron ne peut se retrouver que sur ces niveaux-là. Donc, pour monter de niveau, il va absorber de l'énergie. Pour redescendre, il va perdre de l'énergie. Okay? Donc, par exemple, si vous regardez un spectre en émission, donc là, c'est vraiment votre gaz que vous excitez. Donc, vous allez par exemple exciter les électrons par excitation collisionnelle. Vous allez les faire monter en haut dans le puits, puis ils vont ensuite retomber, faire apparaître des raies d'émission ici comme ça. OK? Euh, pardon. Euh, c'est les raies par exemple, les raies de Balmer, c'est les raies qu'on appelle H-alpha, H-bêta, H-gamma, H-delta. OK? Euh, évidemment, si vous avez un spectre continu qui est clair, puis que vous avez des électrons qui sont dans des niveaux d'énergie inférieurs, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les électrons vont absorber sélectivement des longueurs d'onde qui vont leur permettre de monter de niveau, de passer du niveau 1 à 2, par exemple, ensuite du niveau 2 à 3, du niveau 3 à 4, et ainsi de suite. Mais évidemment, là aussi, toutes les combinaisons sont possibles. Donc, vous pouvez avoir des électrons qui vont absorber de la lumière pour passer au niveau n égale à 2. Puis à partir du niveau 2, ils peuvent se retrouver au niveau 3, 4, 5 ou 6. Ils vont faire apparaître une bande d'absorption à la même longueur d'onde que celle qui, dans le fond, en montant de niveau, ils absorbent, en descendant de niveau, ils émettent. Mais comme c'est le même gap d'énergie entre les niveaux, les longueurs d'onde émises vont être les mêmes que les longueurs d'onde absorbées. Okay? Pardon. Aussi, pourquoi ça paraît sombre? Parce que ce qu'on vient de dire, puis là, la question est moins niaiseuse qu'elle peut sembler. Oui, mais on a dit, si l'électron passe de 2 à 3, puis en faisant ça, il absorbe du rayonnement. Après, il va spontanément repasser de 3 à 2, par exemple. Donc, pourquoi qu'il ne réémet pas la lumière? Pourquoi qu'on voit une bande sombre? Il devrait réémettre l'énergie. La lumière, l'énergie, elle ne fait pas juste disparaître. L'électron ne fait pas que rester au niveau 3. Mais la réponse à ça est quand même pas si niaiseuse. C'est que oui, quand la lumière passe puis qu'elle est absorbée, c'est sûr qu'elle n'apparaîtra plus nécessairement sur l'écran parce qu'à partir du moment où elle est absorbée, quand l'électron va réémettre la lumière, il va la réémettre dans une direction aléatoire. Donc, la lumière arrive toute la même endroit.
au lieu de s'imprimer sur l'écran ici, elle va être absorbée puis elle va être émise dans n'importe quelle direction ensuite. Donc oui, il y en a une certaine partie qui va être émise vers l'écran, mais la majorité de la lumière va être répartie, va être réfléchie réémise dans d'autres directions. Donc en bout de ligne, il va manquer de la lumière sur l'écran parce que la lumière va avoir été réémise dans des directions aléatoires autour de l'atome. Okay, donc c'est pour ça que concrètement, quand on fait l'expérience, on voit des bandes sombres. C'est pas parce que l'énergie est disparue, c'est parce que l'énergie a été réémise dans une direction autre que directement vers l'écran. Elle ne sera pas détectée sur l'écran. Pardon. Donc, à la question 9, quelles longueurs d'onde de la lumière visible seront absorbées du spectre continu? Ben, c'est les longueurs d'onde. Dans le visible, on sait que c'est la série de Balmer. Okay? Donc, c'est les seules transitions, c'est les transitions qui impliquent le niveau 2. Donc, ça va être la lumière qui part du niveau 2 pour aller au niveau 3, 2 à 4, 2 à 5, 2 à 6. 2 à 7, ça tombe dans l'ultraviolet. Donc, on ne la voit pas. Donc, elle n'est pas considérée comme dans les transitions visibles. Donc, quelles sont les différentes longueurs d'onde de la série de Balmer? Ben, on va faire la même chose qu'on avait faite. On va commencer par calculer la différence d'énergie, par exemple. On l'avait déjà évalué entre le niveau 3 et le niveau 2. Donc, le delta E, quand on passe de 3 à 2, on passe de moins 1,51 à moins 3,4. Donc, la différence d'énergie est de plus 1,89 électronvolts. La longueur d'onde est de 1240 divisé par 1,89. Vous vous souvenez de ce petit truc-là? Là? Je sais que vous n'aimez pas tout le temps les petits trucs là, par cœur. Non, c'est pas vrai. Vous aimez bien mieux ça que comprendre. Statistiquement parlant, vous aimez mieux retenir des petits trucs comme ça. Mais je vous avoue que celui-là, il est particulièrement le fun. Okay? Pourquoi? Ça, c'est énergie en électronvolts est égal à 1240 divisé par lambda en nanomètres. Ça, pour vous le rappeler, ça vient de où? L'énergie en joules, c'est Hc sur lambda en mètres. Donc, nous, ce qu'on veut faire, premièrement, c'est prendre l'énergie puis l'exprimer en électronvolts. Donc, on va diviser par E. OK? Puis, prendre la longueur d'onde pour l'exprimer en nanomètres. Donc, on va multiplier par 10-9. Donc, si vous prenez 6,626 fois 10-34 fois la vitesse de la lumière, puis que vous le divisez par 10-9, puis que vous divisez par 1,6 fois 10-19, vous allez trouver que tout le paquet de constantes ici vaut 1240. Donc l'énergie en électronvolts, c'est 1240 divisé, divisé par la longueur d'onde en nanomètres. C'est vraiment un truc, le fun. Okay? Donc, calculer la différence d'énergie de 2 à 3, ça correspond à une longueur d'onde de 656. En B, la deuxième, pardon, si on calcule de 3 à 4, de 4 à 2, oui, de 3 à 4, donc on va passer d'un niveau d'énergie moins 0,85 à un niveau d'énergie moins 3,4. On va donc avoir une différence d'énergie de 2,55 électronvolts, ce qui correspond à une longueur d'onde de 487 nanomètres. On a une trait qui passe du niveau 5 au niveau 2. Celle-là a une différence d'énergie pardon, niveau 5 moins 0,54. Je ne connais pas par cœur. Moins 3,4. Donc ça donne une différence d'énergie de 2,86 électronvolts qui correspond à une longueur d'onde de, vous aurez compris là, la recette ici, 434 nanomètres. Puis finalement, la dernière ride Balmer visible du niveau 6 vers le niveau 2. Donc on parle d'un niveau d'énergie de moins 0,38. Puis on s'en va vers un niveau d'énergie moins 3,4, ce qui donne une différence d'énergie
de 3,02 électronvolts correspondant à une longueur d'onde de 411 nanomètres. Là, on est vraiment à la limite du spectre visible. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on ne calcule pas la recette 2. Techniquement, c'est une raie de Balmer aussi, mais elle est invisible parce que sa longueur d'onde est plus courte que 411. Déjà, voir 411, c'est pas évident. Okay? Donc, votre œil est très peu sensible à la longueur d'onde de 411 nanomètres. Là. Si on se souvient, on avait des bandes de les cellules qui détectent le bleu. C'est comme une cloche. Là, la 411, la sensibilité est très très faible. Donc la sensibilité, c'est pas 0-100, c'est pas 100% partout. On est très peu sensible au violet comme ça. Donc ça prend des intensités lumineuses très très élevées pour être capable de les voir. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi les petits lasers violets puis les lasers verts à même puissance sont pas aussi faciles à voir l'un que l'autre. Le laser vert, on le voit super bien, même s'il a la même puissance que le laser violet qui nous semble à peu près invisible. Pourquoi? Mais parce que là, il est très 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 sensible à la lumière verte, alors qu'il est très peu sensible à la lumière violette. Okay? Donc vous allez bien voir le vert, mais très peu le violet à puissance égale. Okay? Ensuite, on vous demande à la question 10, quelle est l'énergie d'ionisation du lithium? Okay? Donc, l'énergie d'ionisation est l'énergie minimale qu'il faut fournir pour éjecter un atome. Donc, si on regarde, pardon, un atome, prenons l'atome d'hydrogène, puis mettons-nous à la place d'un électron dans le fond du puits ici, à moins 13,6. Qu'est-ce qui se passe si je vous amène au niveau infini? À ce moment-là, votre énergie va devenir zéro. Vous allez avoir atteint un genre d'énergie de libération. Vous allez être complètement ionisé. Okay? L'électron va devenir libre de se déplacer où il veut. Puis si vous recevez plus que 13,6 électronvolts, vous allez non seulement être ionisé, mais avoir de l'énergie cinétique à dépenser en prime. Okay? Donc si vous avez un électron qui est à moins 13,6, puis que vous voyez passer, mettons, un photon ou un électron qui transporte 14 électronvolts, par exemple, qu'est-ce qui va se produire? Okay? Ben, vous allez prendre 13,6 électronvolts, vous amener au niveau infini. Okay? Ça va vous prendre 13,6 électronvolts pour atteindre le niveau infini. À ce moment-là, vous allez être ionisé, votre énergie va devenir égale à 0. Mais il va vous rester un 0,4 de plus, okay, qui est la différence entre le 14 que vous aviez et le 13,6 que vous avez pris. Électronvolts disponibles sous forme d'énergie cinétique. Okay. Donc, à partir du moment où vous avez atteint une énergie égale à 0, par définition, vous n'êtes plus lié. Un état lié, c'est quand vous avez une énergie totale qui est négative. Okay. Donc, à partir du moment où votre énergie totale est nulle, vous n'êtes plus lié. Vous êtes libre de vous déplacer comme vous voulez. Mais si vous avez plus d'énergie que ça que vous avez absorbé, vous allez avoir même un peu d'énergie cinétique pour avoir une certaine vitesse. Pourquoi on parle du lithium ionisé 2 fois ici? Okay? Ben, c'est parce qu'on a une forme qui généralise la relation. C'est un des exercices à faire dans le manuel. Imaginez maintenant que vous avez une charge ZE, okay? Comme où Z est le numéro atomique. Donc, par exemple, pour le lithium, Z est égal à 3. Okay? Il y a 3 protons et 3 électrons, normalement dans un atome de lithium neutre. Okay? Donc, ici, c'est votre noyau constitué de 3 protons puis de quelques neutrons. Ça, on va y revenir plus tard. Okay? Donc, 3 charges positives. Donc, dans l'exemple qu'on a, un atome de lithium, en théorie, c'est 3 charges positives qui retiennent 3 charges négatives en orbite. Comme ça, c'est neutre. Du lithium ionisé 2 fois, ça veut dire que c'est du lithium auquel on a enlevé 2 électrons. Il en reste juste un. Okay? C'est donc ce qu'on appelle un atome hydrogénoïde. Okay? Le gros mot de la journée. Donc, c'est quoi un atome hydrogénoïde? C'est un atome
atome à un électron, c'est tout, ok? Ok. Donc, c'est soit de l'hydrogène neutre, soit de l'hélium ionisé une fois, du lithium ionisé deux fois, ainsi de suite, là, du carbone ionisé 5 fois, de l'oxygène ionisé 7 fois, peu importe. OK? Donc, c'est ça le principe. OK? Donc, qu'est-ce que ça change? OK? Ben, mettez-vous à la place de l'atome unique ici, dans un atome hydrogénoïde. Vous êtes retenu par un noyau qui a une charge Ze. Dans le cas du lithium, Z est égal à 3 parce qu'il y a 3 protons. Donc, vous avez 3 protons qui retiennent un électron. Donc, la force électrique, ici, ressentie par l'électron seul va être beaucoup plus grande parce que maintenant, tu n'as pas une charge négative qui tire sur toi, tu as 2, 3, 4 charges négatives, positives qui tirent sur toi, pardon. Donc la force électrique va avoir une expression différente. K fois charge du proton fois charge de l'électron divisé par R carré, qui est K fois Z fois E carré sur R. Donc vous remarquez, c'est ça la différence avec l'atome d'hydrogène. Z est égal à 1 pour l'hydrogène. Évidemment, ça va changer les niveaux. OK? Ça va venir affecter l'énergie des niveaux également. OK? Ça, faire le petit raisonnement ici, je vais vous demander de le faire en classe. OK? Ce que je vous donne par contre, c'est la conclusion. C'est pardon, c'est que l'énergie va être proportionnelle à moins 13,6 sur n carré fois le carré de Z. OK? Donc, c'est l'énergie de l'atome d'hydrogène, mais qui est multiplié par Z à la 2. Donc, dans le cas du lithium, on a moins 13,6 fois N fois Z égale à 3. Donc, ça donne moins 122,4 électronvolts sur N carré. Donc, c'est comme si, dans le fond, ça changeait la structure. Au lieu d'être ça c'est pour l'hydrogène, pour le lithium 2+, on a un niveau fondamental à moins 122,4. Après ça, 122,4 divisé par 4, 122,4 divisé par 9, ainsi de suite. OK? C'est sûr qu'à l'infini, mon énergie du niveau infini est 0, elle aussi. OK? Ça, c'est l'énergie du fondamental. Donc, combien d'énergie est-ce que je dois donner à mon électron qui est dans le fondamental, OK, pour l'éjecter de l'atome? Ben, il faut que je lui fournisse au moins une énergie égale à 122,4. L'énergie d'ionisation, c'est celle pour passer du niveau 1 au niveau infini à mesure 122,4 électronvolts. Donc, c'est comme ça que je vais réussir à arracher le dernier électron à un atome de lithium déjà ionisé 2 fois. OK. Puis là, dans la catégorie un petit peu plus weird encore, OK, euh, on a vu différents types de transitions. OK, à la question 11, on dit soit un atome, un électron qui occupe le niveau E2, par exemple. Ici, on a un électron dans le niveau E2. On dit qu'arrive-t-il à cet atome s'il reçoit un photon dont l'énergie correspond exactement à E2-E1? Okay. Donc E2-E1, si on remarque, là, ça correspond à ça. Okay. Donc ça, c'est l'énergie E2-E1. Okay. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, si notre atome était dans le fondamental, puis qu'il recevait un atome E2-E1, il passerait au niveau 2. Okay? Il serait excité. Okay? C'est ce qu'on appellerait une excitation radiative. Okay? Là, on dit il est déjà au niveau 2, puis il voit un photon d'énergie E2-1 passer. Qu'est-ce qui va se produire? Mais ça, c'était une découverte d'Einstein. Okay? Pardon. Donc, Einstein, qu'est-ce qu'il a? Il étudiait beaucoup les statistiques de population des niveaux dans les atomes. C'est relié à la mécanique statistique, au mouvement brownien, à des sujets qu'il a aussi étudié beaucoup. Ouais. Puis, on sait par exemple que pour les types de transition dans un atome, vous allez avoir de l'absorption. Donc, l'absorption, on en a déjà parlé, on vient encore d'en parler. Vous avez un électron dans un état fondamental ou dans un niveau quelconque, absorbe de l'énergie provenant par exemple d'un photon, va s'en servir pour monter dans un niveau d'énergie supérieur. Ça, c'est de l'absorption. OK?
une excitation radiative. Ça peut être aussi dû au contact, à la collision avec un autre électron, une excitation collisionnelle. Mais vous avez aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, on avait dit, si l'électron monte comme ça, il va réaliser assez rapidement qu'il a fait une erreur, donc il va vouloir se débarrasser de son surplus d'énergie. Donc, à peu près instantanément, il va y avoir de l'émission spontanée qui va se produire. Donc, l'électron qui est dans le niveau d'énergie supérieur va retomber vers le niveau d'énergie inférieur. En faisant ça, va se débarrasser de l'énergie qu'il a accumulée. Okay. Là où on est rendu, nous, c'est dans cette partie-là ici, c'est ce qu'on appelle de l'émission stimulée. Ça, c'est Einstein qui a trouvé ça en premier. Il dit, on a déjà un électron qui est dans un niveau d'énergie supérieur, qui voit passer un photon dont l'énergie correspond à E2-1. Ben, ce qui va se produire, c'est que l'électron va tomber dans le puits, okay, va redescendre de niveau, puis va à ce moment-là émettre un second photon. Évidemment, l'énergie du photon est la même parce que c'est exactement l'énergie E2-1, donc il va émettre un photon. Le premier ne sera pas absorbé, le premier va continuer son chemin, puis même que le deuxième va être identique au premier. Même direction, même longueur d'onde, même phase. Okay? Donc vous allez avoir émission de photons qui ont tous la même phase, tous la même direction, puis tous la même longueur d'onde. Okay? En fait, c'est comme ça qu'on crée des lasers. Donc, c'est pour ça qu'il y a la question 11b. Donc, OK. Qu'arrive-t-il à cet atome si cet atome reçoit un photon dont l'énergie correspond exactement à E2-1? Ben, il va se produire de l'émission stimulée. C'est ça qui va se produire. Donc, l'électron va descendre au niveau 1 et, en faisant ça, émettre un second photon identique au premier. Okay? Et quand on dit identique, c'est rigoureusement identique. Donc évidemment, c'est là l'intérêt, c'est ce qui a mené ultimement au développement des lasers. Okay? Parce que c'est quoi un laser? Un laser, déjà en partant dans le nom laser, il y a déjà ça, on parle d'émissions stimulées. Okay? Parce que laser, ça veut dire c'est un acronyme, ok? C'est pas juste un mot qui sonne science-fiction. Ils se sont dit, on pourrait utiliser ce mot-là, ça sonne vraiment high-tech. Non, 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 non. C'est vraiment euh, amplification de lumière par émission stimulée de radiation. Okay? Donc, le principe de l'émission stimulée est au cœur même du fonctionnement du laser. Okay? Donc, on dit quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un laser fonctionne. Ben, pourquoi un laser, c'est important pour nous? Ben, tous les photons créés par émission stimulée, on l'a dit, ils ont la même direction. Donc, le rayon laser ne va pas s'étaler, okay? Il va rester focalisé, puis c'est un bunch de photons qui voyagent tous dans la même direction. Le laser ne s'étale pas. Ils ont tous la même longueur d'onde, donc la lumière du laser est monochromatique. On dit monochromatique, donc une seule couleur, une seule longueur d'onde. C'est pas rigoureusement exact, ok? Pourquoi? Ben, c'est parce que là, je ne veux pas embarquer trop là, des lasers. Je ne suis pas un spécialiste des lasers. Imaginez que vous avez une certaine cavité, on va y revenir. Ça prend une cavité pour faire apparaître un laser ou vous allez avoir une onde stationnaire ici qui va être installée. Okay? Donc, évidemment, le miroir n'est jamais parfait. Donc, une certaine épaisseur, okay, sur laquelle la lumière va être réfléchie, ce qui met une certaine étalement de longueur d'onde. Donc, si on avait vraiment juste une cavité laser parfaite, on aurait une longueur d'onde monochromatique pure. Mais là, vu que les miroirs sont pas parfaits, au lieu d'être une seule longueur d'onde, ça donne comme une mini distribution normale. Okay? Qui est très étroite pareil. En plus, les atomes dans la cavité laser, ils ont une certaine température, donc une certaine agitation thermique. Donc les atomes bougent dans la cavité laser. Au moment où ils émettent le photon, ben, s'ils avancent ou s'ils reculent, ça va modifier la fréquence par effet Doppler. Donc il va y avoir un certain étalement. Mais bon, c'est essentiellement un laser monochromatique, donc ça émet essentiellement une seule longueur d'onde. Okay? Donc le fait que vous ayez des imperfections au niveau de la cavité,
Ça fait en sorte qu'il va y avoir des ondes stationnaires de légèrement différentes longueurs d'onde qui vont mener à différentes fréquences pour la lumière. Puis le fait que les atomes eux-mêmes ont un certain degré d'agitation, ça va mener à un décalage Doppler qui va faire changer la fréquence aussi. Donc c'est ça, pas parfaitement monochromatique, mais dans une très bonne approximation, ça l'est. On dit aussi les photons vont être les photons vont être identiques, donc ils vont avoir la même constante de phase. Donc la lumière qui est émise par un laser interfère de façon constructive. On va avoir donc une lumière qui va être très 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 intense. OK? Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise les lasers pour faire les expériences d'interférence et de diffraction. Parce que, si vous vous souvenez, on a besoin de photons monochromatiques qui ont tous la même constante de phase. Donc, c'est la façon la plus simple de produire de la lumière cohérente, monochromatique, c'est d'utiliser un laser. Évidemment, les lasers, c'était postulé essentiellement par Einstein. Okay? Quand Einstein est arrivé au concept d'émission stimulée, il mettait la table pour le développement des lasers. C'est juste que ça a pris 50-60 ans avant que ça se réalise par la suite. Okay? Donc, quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un laser fonctionne? Okay, on dit qu'on a besoin d'inversion de population, d'état métastable, puis de mettre un miroir à chaque extrémité de la cavité. Okay? Donc, comment? Ben, en mettant un... Pardon. En mettant... on a besoin de créer une inversion de population. Dans le fond, le but, c'est de créer une réaction en chaîne. On va avoir un photon qui va induire l'émission stimulée d'un deuxième atome. Ces deux photons-là vont aller induire l'émission stimulée de deux autres atomes, puis ainsi de suite, on va avoir une réaction en chaîne qui va se produire. Donc, ce qu'on veut avoir, c'est qu'on a besoin d'avoir une inversion de population. Okay? On se souvient, normalement, nos électrons sont dans le niveau fondamental. Nous, on veut que, donc nous, spontanément, nos électrons ont tendance à rester dans le niveau fondamental. Nous, on veut, par exemple, que le niveau 2 soit particulièrement peuplé. Okay? Donc, on veut prendre les atomes du niveau 2, les électrons du niveau 2, puis les forcer, on veut prendre les électrons du niveau 1, puis les forcer à rester dans le niveau 2. Okay? Pour qu'il y ait de la place dans le niveau 1, pour qu'après ça, mon électron puisse retomber dans le niveau 1 en émettant un photon stimulé. Donc, il faut évacuer le niveau d'énergie inférieur pour laisser la place à l'électron pour qu'il puisse retomber puis émettre de la lumière. Donc ça, on appelle ça créer une inversion de population. Spontanément, les électrons veulent rester dans le niveau fondamental. Nous, on veut les forcer à rester dans un niveau excité de façon à ce qu'ils puissent retomber dans le niveau d'énergie inférieur. Non seulement on a besoin de créer l'inversion de population, mais aussi on doit créer un état, on doit utiliser un état qu'on appelle métastable. Okay? Donc c'est quoi un état métastable? C'est un état où les électrons vont avoir tendance à rester dans un état métastable beaucoup plus longtemps. Okay? On parle de 3 fois 10 à la moins 3 secondes de valeur typique. Ce qui peut sembler court, okay? 3 millièmes de seconde. Okay? Mais ça reste que c'est beaucoup plus grand que 10 à la moins 8 secondes normalement. Donc, gardez ça à l'esprit. Prenons un électron, réussissons à le monter dans un niveau d'énergie supérieur. Il va avoir tendance à rester là spontanément 10 à la moins 8 secondes avant de retomber dans le niveau plus bas. Okay? Il va réaliser très rapidement qu'il a fait une erreur. Un état métastable, c'est un état où l'électron peut rester là aussi longtemps que 10-3 secondes. Donc, ça peut sembler encore là beaucoup plus petit, mais c'est 5 ordres de grandeur plus grand. C'est 10 000, 100 000, c'est 100 000 fois plus longtemps que dans un état normal. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un état métastable. C'est pas stable parce qu'il ne va pas rester là, mais c'est pas non plus normal dans le sens où il ne va pas se désexciter au bout de 10-8 secondes. Donc, en ayant un état métastable comme ça laisse le temps au photon d'arriver puis d'induire l'émission stimulée avant que l'électron retombe de lui-même dans le niveau fondamental. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir mettre un miroir à chaque extrémité
de façon à forcer les photons à faire l'aller-retour plusieurs fois. Puis là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un miroir idéalement 100% transparent, opaque, 100% réfléchissant, puis un autre miroir qui est un petit peu moins réfléchissant, ok, qui va laisser passer une certaine partie de la lumière. Puis là, ce qu'on veut faire, puis c'est pour ça que la recherche sur les lasers, c'est quand même quelque chose en soi. Pardon. On va, en bon français, là, excusez, là, mais domper de l'énergie dans la cavité laser. Puis là, on va laisser sortir de l'énergie sous forme de lumière cohérente laser. OK? L'affaire, c'est que si les miroirs, par exemple, sont trop réfléchissants, ben là, il va y avoir de l'énergie qui va s'accumuler dans votre laser va chauffer, va exploser. Si les miroirs ne sont pas assez réfléchissants, mais la lumière n'aura pas le temps de faire l'aller-retour, il n'y aura pas d'effet laser qui va se produire parce qu'il n'y aura pas assez de photons pour induire l'émission stimulée. Donc, il faut ajuster la réflectivité des miroirs pour la rendre optimale à l'apparition d'un laser. On doit aussi bien connaître les états métastables des atomes qu'on met dans la cavité. Donc, c'est pas simple de faire des lasers en pratique. C'est juste qu'à cette heure, c'est rendu tellement facile à faire au niveau industriel que ça coûte plus rien. Okay? Des pointeurs laser, là, ils donnent à cette heure littéralement. Là. Je pense que mes gars en ont ramassé à l'Halloween la dernière fois. Là, donc, j'exagère un petit peu, mais pas tant que ça. Okay? Donc, on va créer une inversion de population, utiliser des atomes métastables, puis mettre des miroirs à chaque extrémité de la cavité laser. Okay? Donc, par exemple, dans un laser hélium-néon, comme les lasers les plus connus, là, ça implique de l'hélium puis du néon, comme dans un laser hélium-néon. Okay? Vous allez faire quoi? Vous allez prendre vous allez, dans une cavité, mettre du gaz, de l'hélium puis du néon. Okay? Vous allez ensuite pardon, appliquer un champ électrique pour forcer les atomes d'hélium à s'exciter. Donc, vous allez prendre les atomes, les électrons du fondamental de l'hélium, puis les amener dans un état d'énergie à 20,6 électronvolts. Okay? Donc, ce qu'on appelle pomper des électrons dans un niveau d'énergie plus élevé. Donc, vous prenez les électrons du fondamental de l'hélium, vous les amenez dans un niveau d'énergie à 20,6 électronvolts à l'aide d'une tension électrique. Okay? Les atomes d'hélium, maintenant, qui transportent 20,6 électronvolts d'énergie cinétique, vont entrer en collision avec des électrons dans des noyaux d'hélium. Ça va les prendre d'un niveau d'énergie X, puis les amener à un niveau d'énergie qui est 20,6 électronvolts plus haut que le niveau inférieur. C'est cet état-là qui est métastable. Donc, c'est là que vous allez créer la vraie inversion de population, parce que là, vous avez un état métastable. Vous prenez constamment des atomes du niveau 4 qu'on a identifié ici, puis vous les amenez au niveau 2. Donc, on les a appelés E1, 2, 3, 4. C'est juste parce que c'est les 4 niveaux électroniques impliqués dans le laser hélium-néon. Okay? Donc, vous les prenez dans le niveau 4, vous les amenez au niveau 2 qui est métastable en prenant les 20,6 électronvolts d'accumulés par l'hélium ici. Cet état-là est métastable, vous continuez à pomper des électrons dans ce niveau-là. Là, vous avez l'effet laser qui se produit. L'effet laser va se produire quand vous allez avoir des photons à 632,8 nanomètres qui vont venir entrer en collision avec ces électrons dans le niveau E2. Ça va les provoquer l'émission stimulée vers un niveau E3 qui est à 18,7 électronvolts. Donc, le 2 électronvolts à peu près correspond au photon visible de 632,8 nanomètres ici. Rendu au niveau 3, c'est un niveau normal, donc l'électron tombe tout de suite dans le niveau 4. Puis là, tant que vous avez des atomes d'hélium ici qui sont excités, vous allez pomper des électrons du niveau 4 vers le niveau 2 métastable, puis vous allez avoir l'effet laser qui va se produire constamment. Donc, c'est en jouant comme ça, avec différents atomes, okay, que vous allez réussir à produire des lasers qui ont différentes couleurs, par exemple. Okay? Donc, un laser vert, un laser rouge, un laser violet, ça va être des lasers qui n'ont pas les mêmes niveaux électroniques d'impliqués, qui vont produire des photons de différentes longueurs d'onde. Donc, le développement de tous les lasers, vous pouvez avoir même des solides, des liquides, des gaz qui vont servir de cavité. Tant que vous avez un miroir à chaque extrémité, vous allez pouvoir
produire un effet laser comme ça. Donc, ouais. Donc ça couvre pas mal la matière que je voulais donner sur l'atome de Bohr. C'est important, c'est intéressant de remarquer, euh, dans le fond, au niveau aussi encore de la chronologie. Donc, Euh, les raies d'émission dans les atomes, on connaît ça depuis longtemps, là. Dès qu'on a commencé à faire de la spectroscopie, on a réalisé assez rapidement que les différents atomes avaient différents spectres d'émission qui étaient caractéristiques des différentes espèces atomiques. On a souvent identifié des atomes inconnus en trouvant des raies d'émission ou d'absorption inconnus dans des spectres de mélange de gaz, par exemple. Donc, l'hélium, je vous avais donné l'exemple de l'hélium. L'hélium a été découvert dans le spectre du Soleil avant d'être isolé sur la Terre. Donc, pourquoi? Mais entre autres, parce que l'hélium étant plus léger que l'air, ben, il ne va pas rester à la surface de la Terre. Dès qu'il y a de l'hélium ambiant, il va s'évaporer littéralement. Il va sortir de l'atmosphère terrestre parce qu'il n'est pas retenu par la gravité aussi efficacement que les autres gaz. Il est moins dense, donc il est plus léger. Euh, c'est comme ça qu'on a identifié plein d'astuces atomiques. C'est intéressant de réaliser que même si on savait ça dès les années 1800, il a fallu attendre après le développement de la mécanique quantique, après le développement de la relativité, après le développement de la mécanique statistique, pour bien comprendre la structure des atomes. C'est Niels Bohr qui a eu le génie de trouver la solution à ce problème-là en 1913 uniquement. Donc ça fait à peine 110 ans qu'on a découvert la structure des atomes. Ok. Puis là, c'est juste, on parle juste de la structure des électrons autour. On ne parle pas du noyau encore. Ok. Donc la structure du noyau, ça c'est quelque chose qui va venir par la suite. Puis ça va être encore le fruit des études, entre autres de Rutherford, puis de Niels Bohr, puis de toute cette gang-là. Puis d'ailleurs, ces physiciens-là travaillaient tous ensemble. Ok. Je le reprécise encore à nouveau. On les voit souvent comme des compétiteurs, si on veut, ok? Mais la communauté de la physique à cette époque-là, comme je dis souvent, il fallait que tu aies du cash là, pour faire de la physique. Là. C'est pas donné à tout le monde de passer sa vie à réfléchir à des questions comme ça à une époque où il y a bien du monde qui meurt de faim. Là, ok, là. Donc, il y a toujours un petit aspect, n'ayons pas les mots, là, quand même élitiste là, ok, à la science. C'est souvent une affaire de gens qui avaient de l'argent, qui avaient des jobs libéraux. Là. Souvent, quand vous regardez les grands physiciens là, qui ont trouvé des affaires complètement révolutionnaires, leurs parents étaient souvent des médecins ou des avocats ou des notaires ou des gens de profession libérale qui avaient de l'argent, qui pouvaient payer l'éducation à leurs enfants. Là. On ne parle pas encore d'un système public où tout le monde va à l'école. Là, ok, là. On parle à cette époque-là d'un système où les privilégiés avaient accès à l'école. Puis ça paraît parce que c'est des gens qui avaient souvent du temps, puis c'est avec le temps qu'ils ont réussi à trouver des affaires comme ça qui sont aujourd'hui. En tout cas, j'ai de la misère vous regardez le raisonnement de Niels Bohr pour arriver bon, on va poser que MVA est égal à n fois h divisé par 2pi. Excuse, veux-tu me dire, tu sais que tu sens ça, tu sais? Et pourtant, les conséquences sont paf, paf, paf. Il réussit à expliquer le spectre de Balmer, puis il réussit à expliquer plein d'affaires, puis après ça devient quasiment évident. Mais c'est le coup de génie que ce gars-là a eu. Bon, ça a mérité un prix Nobel aussi, remarquez, là. Mais moi, c'est le genre d'affaires encore là, qui me font complètement triper de la physique. Mais là-dessus, de toute façon, on pourra en jaser longtemps. On se revoit pour le prochain cours où là, on va justement commencer à parler de la structure des noyaux atomiques, puis on va s'en aller vers la physique nucléaire en tant que telle, la physique du noyau de l'atome. Donc, sur ce, bonne fin de journée. Pardon.